Hello! Coucou à tous, bienvenue dans ma vidéo pour ma palle d'avril! Je vais commencer par vous présenter la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle d'une petite bibliothèque au cœur de Tokyo, Sayuri Komomachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont tous au carrefour de leur vie. À chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'ils étaient venus chercher. Et derrière cette lecture imprévue se dessinent toujours les premiers jalons d'un nouveau départ. Un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance qu'une personne attentive et attentionnée peut avoir sur le destin d'autrui. On retrouve un petit chat souvent sur les couvertures des livres japonais. Ce livre me tente beaucoup puisqu'on sent qu'il va y avoir des personnages avec des thématiques différentes, des choses qui les bloquent dans leur vie, et cette mystérieuse bibliothécaire va leur donner à chacun un livre qui n'était pas forcément venu chercher à la base et qui va visiblement leur faire écho et les aider à avancer. C'est un fonctionnement qu'on retrouve souvent dans les livres japonais, je l'ai déjà retrouvé dans plusieurs livres japonais comme un lundi parfum matcha, un jeudi saveur chocolat. Il y a un peu cette idée là aussi de plusieurs personnages qui vont rencontrer des difficultés, qui vont se débloquer, qui vont apprendre des choses. C'est des romans souvent qui ont comme des mini-morales pour chaque personnage, et je trouve ça toujours très intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec sa propre vie des fois aussi, donc c'est des romans très feel-good en général. J'aime beaucoup ça, je trouve que c'est des lectures très cosy. Souvent en plus les livres ils sont pas très grands. Celui-là c'est un des plus gros parce qu'il fait presque 350 pages, mais ça reste pas énormément de pages non plus, donc c'est accessible. J'ai vraiment hâte de lire ce livre-là, étant donné que j'ai déjà lu 2 livres de l'autrice. J'ai hâte de découvrir un nouveau roman dans un autre univers. Pour rester dans le thème japonais et rester d'ailleurs sur la même autrice, nous avons La forêt au clair de lune, toujours de Michiko Aoyama. Alors non mais rien de moi cette couverture, elle est trop mimes, avec un petit chat. J'aime trop les couvertures en général des romans japonais. Fasciné par la lune, cet astre qui guide nos vies, mais cultive tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en un podcast à succès. Chaque jour, aux 4 coins du pays, des auditeurs s'évadent de leur quotidien pour l'écouter. Une ancienne infirmière en quête de sens, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une jeune lycéenne qui rêve d'indépendance. Tous, à un tournant de leur vie, cherchent un signe. Et c'est sous la nouvelle lune, symbole de commencement invisible, qu'ils entameront le chemin de la Renaissance. Guidés par la voix de Taketori, ils devront apprendre à démêler les nœuds de leur existence pour imaginer de nouveaux départs. Donc là, on reprend toujours un peu la même thématique, ça va être différentes personnes qui vont être amenées à rencontrer une sorte de mentor. Ici, c'est pas la bibliothécaire, mais c'est visiblement Taketori Okina, qui dirige un podcast, et je pense qu'il va les aiguiller dans leur vie, éventuellement les faire réfléchir. Ça a l'air très intéressant, encore un roman un peu feel good, je trouve ça sympa, surtout pour la période printemps. J'aime beaucoup ce genre de roman sur cette période. En plus, il est pas trop long non plus, il doit faire à peu près... Ah, même moins, il fait moins de 300 pages. C'est tout pour les romans japonais jusqu'ici pour ma palle d'avril. Pour continuer, j'ai choisi de lire une autre dystopie. Si vous avez bien suivi, en mars, j'ai lu une dystopie qui s'appelle La Faucheuse, et ça m'a donné beaucoup envie d'en lire un peu plus. Je vais donc lire, au mois d'avril, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est trop marrant parce que ce livre, je ne l'ai jamais lu, mais je connais un peu la thématique. Quand j'étais au lycée, en cours d'espagnol, on avait une illustration qui était basée sur ce livre, et on en avait du coup discuté en espagnol. Mais je n'ai jamais lu le livre. On lit ensemble la 4e. Voici près d'un siècle, dans d'étourdissantes visions, Aldous Huxley imagine une civilisation future jusque dans ses rouages les plus surprenants. Un État mondial, parfaitement hiérarchisé, a cantonné les derniers humains sauvages dans des réserves. La culture in vitro des fœtus a engendré le règne des alphas, génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante. Les castes inférieures, elles, sont conditionnées pour se satisfaire pleinement de leur sort. Dans cette société où le bonheur est loi, famille, monogamie, sentiments sont bannis. Le meilleur des mondes est possible. Aujourd'hui, il nous paraît même familier. Ça a l'air très intéressant. De ce que je comprends, ils ont enlevé un petit peu toute la partie humaine, finalement, on n'a plus le droit de sentiments, le concept de la famille est beaucoup moins là aussi, et tout ça dans le but de bâtir une société meilleure, peut-être plus juste. Mais effectivement, il va y avoir des dérives, c'est sûr, ça ne va pas du tout être le meilleur du monde, c'est une dystopie. Et il y a visiblement 2 castes, les humains sauvages, qui pour l'instant visiblement sont dans des réserves, et les humains alpha qui ont été cultivés in vitro dans des fœtus. J'ai trop hâte de le lire et puis de vous faire un retour dessus puisque j'en ai déjà entendu parler en cours de français, mais c'est pas un des livres que j'avais lu en tout cas durant ma scolarité. Ce mois-ci, je vais aussi lire quelque chose de plus royal, Noblesse oblige de Maïwenn Alix. C'est un livre poche aux éditions Pocket. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle saison de Noblesse oblige. La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Et Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles.
On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières à qui l'on offre la chance de rencontrer les grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. Une occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Donc on sent effectivement que ça va se passer dans un contexte un peu royal, où il va y avoir une sorte de télé-réalité avec des jeunes filles choisies pour essayer d'évoluer de classe en épousant des gens plus riches. J'avais déjà lu une série un peu du même genre, je sais que c'est des concepts que j'aime plutôt bien. Je pense qu'il y aura une part de romance, et en même temps, il y a le côté un peu espionne infiltrée, puisque elle est anti-royaliste, et son but c'est un peu de détruire tout ce système. Donc je trouve ça très intéressant cette dualité, j'ai hâte de le lire et de vous donner mon avis dessus. Prochain livre, La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, d'Olivier Clerc. C'est quand même un format un peu poche, mais il est quand même en édition reliée. Donc c'est une édition de Marabout, et il y a des petites dorures, et on voit une grenouille. Il faut savoir que la grenouille c'est mon animal préféré, donc quand j'ai vu ce livre, j'ai tout de suite eu envie de le lire. Et il me semble que ça va être plusieurs fables sur des leçons de vie, c'est un peu plus développement personnel, je pense, à travers des petits contes. Ce livre est une invitation à un voyage en 7 étapes. 7 étapes pour 7 fables universelles, animalières et végétales, qu'Olivier Clerc décrypte avec sagesse et optimisme pour mieux nous parler d'évolution, de conscience et de résilience. Il nous pousse à réfléchir à notre propre réactivité face aux défis de la vie. Ce texte, devenu un classique, nous rappelle avec puissance l'importance de rester éveillé et conscient de notre environnement, et de trouver la force de nous adapter et de résister lorsque cela est nécessaire. Ce livre est un souffle d'air frais pour tous ceux qui sont en quête de réflexion sur la nature humaine et le monde. Chaque conte est enrichi de dessins inspirants. Ça va être un peu ça va être des petites fables un petit peu animalières sur la nature, et on va apprendre des petites leçons. Donc pareil, j'ai hâte de vous lire pour faire un petit retour, vous donner éventuellement mes contes préférés de ce livre, vous donner envie à vous aussi de le découvrir si je le trouve pertinent. Et j'aime trop, il y a une grenouille dessus. Prochain livre qui va reprendre une série. Je vous ai déjà présenté un des livres de la série en mars, c'était le tome 2, et aujourd'hui je vais vous présenter le tome 3 de la série Les Voyageurs, pour ne pas changer, de Becky Chambers, et le tome 3 s'appelle donc L'Archive de l'Exode. C'est toujours en format poche. C'est une série d'ailleurs qui avait remporté le prix Hugo, et elle est vraiment géniale. J'ai lu le tome 1, le tome 2, j'ai adoré. Et j'ai hâte de découvrir le tome 3. Alors pour pas vous spoiler non plus, je vais pas vous lire la quatrième de couverture puisque c'est un tome 3, j'ai pas envie qu'il y ait des éléments qui soient révélés. Mais globalement, dans le tome 1, on suivait l'équipage d'un vaisseau. Un vaisseau, mais pas n'importe lequel. Le travail de ce vaisseau, c'était donc de creuser des trous noirs dans l'espace pour fluidifier les trafics, pour fluidifier les passages des autres vaisseaux d'un endroit A à un endroit B de l'espace. Travail qui est très dangereux. Et toute l'équipe est composée globalement d'espèces très différentes. C'est ça qui est super intéressant, qui viennent de planètes différentes et qui ont des cultures différentes aussi également. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce que souvent les visions se confrontent, tout le monde ne se comprend pas forcément clairement puisque chacun a vraiment des visions, comme je disais, différentes, dues à leur habitude. Mais comme j'avais déjà dit, c'est vraiment une ode à la bienveillance, à l'acceptation de l'autre, à finalement rester bienveillant, compréhensif, à l'écoute. Et ça nous prouve vraiment que finalement, avec de l'amour, tu peux passer par-dessus tout. Donc c'est ça qui était très beau dans ce livre-là, il y avait vraiment un message de on peut vivre tous ensemble en paix, même si on n'a pas les mêmes opinions. C'est un livre qui m'avait vraiment beaucoup plu. En plus, j'adore tous les passages où il détaille la culture de chaque personnage. Je trouve que c'est très recherché, c'est très intéressant. Et pareil, ça questionne la nôtre aussi. Parce que forcément, on est très habitué à nous, nos principes et nos visions des choses. Et c'est vrai que quand elles sont confrontées à d'autres, je trouve ça très intéressant, c'est pertinent. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que dans le livre 2, j'avais retrouvé ça aussi. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu en apprends plus en fait sur les différentes cultures des extraterrestres, on va dire, parce qu'ils viennent tous de planètes un peu différentes. J'ai beaucoup aimé, j'ai trop hâte de lire le tome 3, je sais que c'est une série incroyable, je la recommande. Même si vous lisez que le livre 1, en vrai, ça peut très bien s'arrêter au livre 1. Et c'est un livre qui fait du bien. Septième livre de ma palle d'avril, je vous présente Nos destins infinis de Laura Steven. Déjà le livre est magnifique, et il y a un jaspage, malgré le fait que ce soit en brochet, il y a un jaspage. Même lorsqu'une étoile disparaît, sa lumière brûle encore des milliers d'années. Je le trouve vraiment trop beau, j'adore la couverture, elle est magnifique. Evelyn se souvient de toutes ses vies. Elle sait que dans chacune d'entre elles, elle est tombée éperdument amoureuse d'Arden, et que dans chacune d'elles, elle a été assassinée. Avant son 18e anniversaire, des mains de son âme sœur. Cette fois, le destin l'envoie au pays de Galles, dans une famille unie, avec une petite sœur qu'elle aime plus que tout, mais qui est atteinte d'une maladie mortelle. Gracie a besoin d'une greffe de la part d'Evelyn, dont les 18 ans approchent dangereusement. Pour sauver Gracie, Evelyn va vite devoir trouver Arden et le convaincre de l'épargner. Mais surtout, essayer de ne pas tomber amoureuse de lui, à nouveau. Saura-t-elle briser la malédiction et défier l'infini ? Je pense qu'il y a un principe de réincarnation dans ce livre, où on va suivre deux personnages qui tombent à chaque fois amoureux,
et de ce que j'ai compris, Evelyn se fait toujours tuer par Arden à son 18e anniversaire dans chacune de ses villas. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui va être intéressant, c'est très mystérieux, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, cette fois-ci, elle va essayer de l'éviter, elle en a visiblement conscience, et son but va être en parallèle de sauver sa petite sœur Gracie. Je trouve que ça a l'air super intéressant, j'ai hâte de le découvrir et puis de vous faire part de mon avis. Autre livre qui fait partie d'une série que j'ai envie de poursuivre, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Alors c'est le tome 3 de sa série Season. J'avais déjà lu l'automne et l'hiver, et donc là je suis partie pour lire le printemps. Et ça me tenait vraiment à cœur de les lire à chaque fois dans la saison en cours. C'est-à-dire que j'ai lu l'hiver en hiver, l'automne en automne, et maintenant j'ai le printemps, que j'ai envie de commencer au printemps forcément. Chaque tome est différent et parle d'une histoire d'amour différente. Il me semble que c'est 4 amis qui se connaissent, et à chaque fois ça aborde l'histoire d'amour d'une des amies dans chaque roman. L'automne je l'avais bien aimé, j'ai préféré l'hiver. L'automne j'ai aimé, mais voilà. J'ai aimé sans être extrêmement emportée par le livre. L'hiver, j'ai beaucoup plus aimé que l'automne. C'était plutôt une enquête. Il y avait la mort en fait d'un harceleur de l'héroïne et il y avait toute une enquête autour. Dans le deuxième, c'était plutôt une compétition de patinage artistique qui avait lieu. Et là, on va voir le thème du coup de ce troisième roman. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier, avec son ex. Face à l'adversité, incapable de se retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Lévesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. Ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Ils vont faire semblant d'être ensemble et finir par tomber amoureux. Je vais voir ce que je vais en penser, si je vais l'aimer autant que l'hiver ou pas. Je l'ai pris pour avoir un petit peu de romance dans ma palle d'avril, je trouve que c'est toujours agréable au printemps. J'ai hâte de vous donner mon avis dessus, ça va être vraiment un principe un peu de fake dating, de ce que j'ai compris. Avant-dernier livre de ma palle d'avril, je vous présente l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Avec déjà l'édition est magnifique, on la voit briller. Je vous ai fait une vidéo où je vous présente tous mes beaux livres, celui-là en fait partie. N'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne si ce genre de livre vous plaît, parce que moi j'adore vraiment, j'ai une passion pour ce genre de livre. Je les trouve magnifiques, regardez toutes les petites illustrations, le fait que ça brille. Celui-là n'a pas de jaspage, mais tous les autres livres que je présente dans ma vidéo ont des jaspages. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. Là, on voit que ça va être un roman un peu féerique, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Je trouve que dans le thème de printemps, ça va plutôt bien. On retrouve des champignons. C'est quelque chose que j'ai envie de lire. On va lire ensemble la 4e de couverture. Explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique d'Arvonsvik pour y étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Ça a l'air très féerique, il y a l'air d'avoir un peu de mystère, les fées qui semblaient gentilles à la base semblent plutôt dangereuses, donc j'ai hâte de voir tout ça. Je trouve ça très intéressant, je pense que ça va nous ouvrir un monde vraiment féerique avec plein d'éventuellement animaux un peu étranges et plantes aussi spéciales, donc j'ai hâte de découvrir l'univers. Je pense qu'il y aura une petite romance peut-être entre Bumblebee et Emily, puisqu'elle n'a l'air de pas le supporter, mais qu'après elle a du mal à l'ignorer, donc je pense qu'ils vont finir ensemble potentiellement. J'ai hâte de voir ça. Et visiblement, elle est prisonnière de ce monde un peu féerique et il va falloir qu'elle essaie de retourner dans son Angleterre natale. Donc il faut qu'elle arrive à sortir de ce village. J'ai hâte de découvrir. Ça s'annonce vraiment sympathique. C'est un roman fantasy et ça me tente bien. J'ai pas lu tant que ça de romans fantasy, donc j'ai hâte de le découvrir et puis de vous faire part de mon avis. Dernier livre de ma pile à lire d'avril. Invisible de Anne Arzelous. Comme vous l'avez vu, ça manquait clairement de mythologie à mon goût dans cette pile à lire d'avril, c'est pourquoi j'ai rajouté Invisible, qui est une... c'est pas vraiment une BD, mais c'est un format BD, comme vous pouvez voir. Et en fait, ça va traiter des mythes grecs,
Et à chaque fois, en fait, on va avoir la vision de l'homme. Par exemple, ici, on va avoir la vision d'Agamemnon. Et dans ce livre, on a un filtre qui nous permet, lorsque l'on passe dessus, de tout d'un coup ne plus avoir la version d'Agamemnon, mais la version d'Iphigénie, par exemple. Et c'est pareil pour les illustrations. Avant, il y avait un homme, et là, vous voyez une femme. J'aime trop ce principe-là, j'avais trouvé ça trop intelligent. Et c'était pareil, c'est pour montrer, comme j'ai déjà dit plein de fois, il n'y a pas tant de... Dans la mythologie pure, il n'y a pas tant de faits qui sont relatés du point de vue des femmes. Du coup, c'est trop intéressant. Je trouve que cette autrice a fait un livre qui s'appelle Invisible et qui permet de rendre visible, en fait, le point de vue des femmes sur chaque histoire mythologique. J'ai trop hâte de le lire, de vous rendre mon avis dessus aussi. Et puis, elle a écrit Rend enfin visibles les héroïnes des mythes. Et on va lire ensemble la 4e de couverture. Mais comme dit, c'est vraiment, je trouve, trop intelligent comme stratagème pour rendre visibles les femmes à travers des contes qui sont plutôt orientés vers les hommes. Zeus, Apollon, Prométhée, les mythes grecs n'ont toujours eu Dieu que pour les personnages masculins. Pourtant, ils sont loin d'être seuls dans ces récits. Ulysse aurait-il achevé son Odyssée sans l'aide de Circé la magicienne? Thésée aurait-il vaincu le Minotaure sans l'ingéniosité d'Ariane? Réduites à des rôles de victimes ou de sorcières, les déesses, nymphes et princesses sont restées dans l'ombre des dieux et des hommes. Et s'il était enfin temps de changer de perspective et de redécouvrir la mythologie grecque avec un nouveau regard? Et c'est littéralement ce qu'on fait, puisque c'est avec un filtre qu'on utilise, et forcément on voit d'autres choses. On emprunte un nouveau regard pour aborder des mythes grecs. Et j'aimais trop le concept, j'avais trop envie d'essayer et de le lire. Donc c'est pour ça, en lecture un peu plus chill pour le mois d'avril, j'ai décidé de prendre cette petite BD qui m'a l'air très sympathique. Et voilà, j'ai fini ma vidéo pour la pile à lire d'avril. J'espère que ces livres vous intéressent, qu'il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici et d'avoir écouté. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes nouvelles vidéos quand elles sortent. Et aussi à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça motive. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.